Comment et pourquoi se former à la conception et spécification d'une solution digitale? En gestion d'entreprise, un projet, c'est un ensemble final d'activités et d'actions qui sont menées par une équipe de projet et étant dirigée par un chef de projet dans l'objectif de répondre aux exigences contractuelles dans un délai qui est défini et avec un budget qui est attribué. Cependant, on peut noter que selon la nature du projet, les activités et les métiers à coordonner, les objectifs peuvent être complètement différents. De même, d'un projet à un autre, les exigences en matière de qualité, de montant et de délai peuvent être plus ou moins strictes. De ce fait, ils peuvent varier. En un sens, tous les projets sont uniques, ils sont tous différents. La prédominance d'Internet dans notre vie quotidienne et dans l'économie de marché a conduit à l'émergence d'un nombre croissant de fonctions et de gestion de projets. Dans notre cas, on va se concentrer sur les projets dits digitaux. Les projets digitaux représentent une série de changements que toute entreprise doit entreprendre. Analyse, coordination, planification et réalisation des besoins de leurs clients sont les mots-clés à retenir. Les projets digitaux, comme je l'ai dit, ça représente donc des changements. La gestion de projet, c'est une science qui est dédiée à l'évolution et se basant sur la collaboration en équipe. En effet, au fil des années, de nombreuses méthodes de production de résultats ont vu le jour, en passant par le modèle en cascade aux moyens modernes de développement de logiciels agiles. Un projet, ça commence par une idée et la mise en œuvre des moyens nécessaires à sa réalisation. Plus précisément, l'idée peut être produit ou un service à fournir. De part souvent d'une intuition ou d'une observation franche et petit à petit, à force de réflexion et d'analyse, on commence à l'envisager. À ce moment précis, des décisions doivent être prises de manière logique. Cette construction nécessite de verbaliser l'écrit et l'idée, puis de définir plus précisément en élaborant ce qu'on appelle un cahier des charges. Définir la méthodologie. La clé de la réussite de tout projet, c'est d'avoir une bonne approche. Cela permet à toutes les parties prenantes d'atteindre les objectifs qui sont fixés grâce à un cadre qui est bien structuré, bien défini et avec des instructions claires. En effet, l'adoption de la méthodologie adéquate définit la manière dont le projet sera mené ainsi que les restrictions qui seront appliquées tout au long du processus de mise en œuvre. Sans une méthodologie claire au début du projet, il y a un risque de perte de temps qui est considérable. Cela entraînera un non-respect de délai, un débordement dans le budget et très probablement la frustration de toute l'équipe. La plupart des projets numériques utilisent une méthodologie de gestion de projet moderne, que l'on appelle agile. La méthodologie agile. La méthodologie agile est une méthode de projet. En effet, il en existe un large panel de choix qui concerne les méthodologies de gestion de projet. Et toutes ces méthodes de projet possèdent un point en commun. Elles émanent toutes du Manifeste Agile, qui a été publié en 2001, qui a été élaboré par plusieurs développeurs de logiciels. Alors, il faut savoir qu'ils ne codaient pas tous dans le même langage, mais ils se sont retrouvés face à la même problématique que présentait la méthodologie en cascade. Les méthodes répertoriées dans le Manifeste Agile concentrent sur le client. Le client devient le cœur du projet. Il s'agit donc d'un nouveau point de vue qui tend à repenser le développement d'un produit, d'un service, d'un projet. À l'inverse des méthodes traditionnelles, qui prescrivent un plan complet d'un projet avant même la phase de développement, les méthodologies agiles vont permettre de fixer les objectifs à court terme en conséquence. Le projet est divisé en sous-parties que l'équipe responsable du projet doit réaliser étape par étape en adaptant les objectifs. Si le besoin
s'en fait sentir pour répondre au mieux aux désirs du client. L'approche agile permet de consolider les relations entre les membres d'une même équipe, mais aussi et surtout entre le client et l'équipe. Cette méthode approche permet d'établir des objectifs à court terme et de fractionner le projet en plusieurs phases que l'on appelle des itérations. Si vous voulez, on prend le projet et on le divise en sous-projets. Celles-ci, donc ces itérations, sont étoffées et personnalisées au même rythme que l'avancement du projet et de l'implication directe du client. À l'inverse des méthodes traditionnelles qui s'appuient sur la gestion de projet, l'approche agile se concentre sur ce qui va résulter, c'est-à-dire le produit ou le service. De plus, cet abord de la gestion de projet présente des avantages qui sont non négligeables. Par exemple, sa flexibilité. Ça permet à l'ensemble de l'équipe de répondre rapidement et efficacement aux demandes de changement du client. Le client aura également une grande visibilité sur l'avancement du projet, ce qui va lui permettre d'assurer un contrôle de qualité, de validité des résultats et d'ajuster ses exigences si nécessaire. Enfin, cette approche permet de mieux contrôler les coûts et de gérer les risques liés à la réalisation des différentes missions. Je vais prendre un exemple tout simple. Si, supposons, le client avait dit rose pour le site au départ, on lui montre une page où tout est rose et ça ne lui plaît pas et qui dit finalement moi je veux du bleu, on n'a qu'une page à changer. On n'a pas tout le site à changer qui était en rose à l'origine. En somme, pour revenir au sujet, le mode agile se résume en un ensemble de valeurs et de principes dans lequel les méthodes, les flux de travail, la coopération et la livraison sont en constante optimisation et sont adaptés à tout environnement changeant. L'intérêt de cette méthode agile, ça va résider dans le fait de procéder par petites étapes tout en déployant en permanence notre projet. Donc, comme je l'ai dit, on peut retrouver ici les avantages de l'agilité. Donc, on améliore les relations entre notre équipe et le client et on devient très flexible. La nécessité de connaître la conception et les spécifications. Le cahier des charges va jouer un rôle qui est essentiel dans le processus de développement du produit et il endosse plusieurs rôles comme l'orientation des concepteurs ou encore l'identification des compromis entre les exigences du client et du prestataire. Il sert également de liste de contrôle de points de référence, par exemple lors d'une réunion d'évaluation, des solutions pour sélectionner celle qui est la plus adaptée au cahier des charges. Les spécifications techniques et fonctionnelles d'un projet peuvent être nombreuses et sont déterminantes sur plusieurs points, comme certains que nous venons d'évoquer. C'est pourquoi c'est vraiment nécessaire de se former à leur établissement en bonne et due forme, afin que la conception du produit se déroule de façon optimale, tout en s'assurant que le contrat avec le client est bien respecté. L'analyse des besoins clients et il faut également identifier les solutions adaptées. L'analyse des besoins du client, c'est le processus qui consiste à déterminer les attentes et les souhaits des clients concernant un produit ou un service. Ce processus d'analyse est absolument recommandé pour toutes les études de marché. Il faut savoir qu'en général, un client ne sait pas ce qu'il veut. Il a une vague idée, mais il est incapable d'être vraiment précis. On doit tout le temps essayer, pour reprendre l'expression, de lui tirer les vers du nez. Donc, il faut vraiment réussir à concrétiser et à analyser de manière plus précise ses besoins. Pour être justement plus précis dans l'analyse des besoins du client, il faut l'aider à développer des produits, à créer des offres qui répondent aux attentes des consommateurs et à estimer la valeur client. Souvent, la communication avec un client, ça débute par une demande. Quelle que soit la demande, le chargé de clientèle doit commencer à évaluer non seulement l'ampleur du projet, mais aussi la personnalité du client. Généralement, le client, c'est une personne qui représente une entreprise, qui est chargée de mener à bien le projet avec votre aide. En fonction de leur qualité et des circonstances, les clients peuvent être très différents et nécessiter d'être abordés, évidemment,
différemment. Après avoir compris les problèmes et les exigences du client, il est nécessaire de les résumer, ses besoins réels, avec une forme prescriptive. Une agence digitale moderne est composée d'une équipe d'experts techniques et marketing qui s'appuient sur les tendances et les outils de développement individualisés. L'expertise que le client attend d'une agence qui s'occupe de la création de leurs produits et est donc synonyme de confiance pour eux. Mais il faut également définir des personas. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un persona, je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet, mais dans un projet, il faut savoir qu'on peut définir un persona si le projet concerne la commercialisation d'un service ou d'un produit ayant été pensé pour toute une communauté. Maintenant, on va venir à la roadmap. À chaque nouveau projet lancé, c'est primordial de concevoir une feuille de route qui va décrire les principaux éléments livrables, les étapes ainsi que les grands objectifs du projet. Par la suite, il sera possible d'utiliser cette feuille de route comme base pour créer d'autres documents essentiels à la planification du projet, tels que les plans, les calendriers, etc. L'aspiration principale de la feuille de route, c'est de déterminer les objectifs du projet avant de planifier les réunions de lancement et de créer un plan de projet. Le but de notre feuille de route est d'aider à voir où en est donc et de savoir ce que l'on va indiquer dans la marche à suivre. Bien qu'une feuille de route ne contienne pas beaucoup de détails, le fait d'avoir des objectifs qui sont clairs et définis dès le début du projet va permettre d'aider à percevoir les atteintes. La principale similitude qui subsiste entre une feuille de route et un plan de projet est que ceux-ci doivent être rédigés au stade initial du projet et être évolutifs. Cependant, contrairement à un plan de projet, la feuille de route doit se limiter à présenter une vue d'ensemble du projet. Par conséquent, lors de la rédaction de la feuille de route, il faut faire attention à ne pas trop détailler, afin de ne pas perdre de vue les objectifs du document. Alors, si on doit résumer ce document, l'élaboration d'une feuille de route doit être claire pour aider le client à comprendre le processus, les échéances et les matériaux requis pour lancer chacune des étapes d'un projet pour améliorer la communication et conduire à une plus grande loyauté en tant que professionnel du domaine. Maintenant, concernant les livrables, le terme dit livrable, c'est un terme rattaché à la gestion de projet. Un projet peut conduire à l'élaboration d'un service, d'un produit, d'un nouvel agencement, etc. Le produit dit final qui résulte d'un projet est appelé un livrable. On dit d'un produit qu'il est un livrable s'il a été fourni à un client. Il peut s'agir, bien évidemment, du rendu du projet, de son intégralité, mais aussi de l'achèvement des différentes étapes du projet. Par conséquent, un projet peut avoir plusieurs livrables. En général, les livrables sont mesurables, tangibles et possèdent une date limite. Un produit livrable, c'est le résultat d'une étape ou d'une échéance du plan du projet. Il peut s'agir du logiciel de documentation ou encore du plan de formation. En somme, si on peut résumer, ce sont les produits ou résultats imposés dans le calendrier du projet. Je vais donner un exemple. Un planning de projet, c'est un livrable, tout comme le cahier des charges ou encore un compte rendu de réunion. Il est primordial de rédiger un résumé de tous les éléments livrables d'un projet. En effet, au début du projet, il est judicieux de reprendre le cahier des charges et d'établir une liste organisée de tous les éléments livrables. Cette liste va servir de référence pour le client et l'équipe chargée du projet, qui pourront s'y référer si besoin. Lorsqu'un livrable est remis à un client, cela signifie qu'une échéance ou une étape importante a été atteinte. Toutefois, il est courant dans la gestion de projet qu'un livrable dépende de l'aboutissement d'un autre, en particulier lorsque le projet comporte de nombreux jalons. Par exemple, si vous voulez arriver sur la page dashboard d'un administrateur, il faut d'abord qu'il puisse s'inscrire et se connecter. De plus,
Les produits livrables participent à la réussite ou à l'échec d'un projet. Il est donc très important de surveiller leur évolution et de veiller à ce qu'ils soient livrés à temps. Les livraisons aux clients signifient qu'une phase du projet est terminée et que vous pouvez passer de ce fait à la suivante. Enfin, la proposition d'un produit livrable peut être l'une des étapes les plus complexes car les risques sont nombreux. Le client peut être satisfait comme très déçu et finit le plus souvent par demander des modifications. C'est pour cela que avoir des réunions régulières, mais également montrer les avancées du projet de manière régulière est très important pour éviter de faire des allers-retours réguliers également. Les outils qui sont utilisés pour s'adonner à la conception d'une solution digitale. L'objectif d'un outil de gestion de projet, c'est de simplifier le travail de gestion de projet. En général, il s'agit d'automatiser les tâches qui permettent de gagner du temps et surtout de le gérer. Par exemple, il existe un système de gestion de version ou de gestion de configuration qui enregistre les différents statuts du projet. Il enregistre également, par exemple, les dates de changement, la planification des tâches. Reste une partie importante des outils de gestion de projet. Les outils de gestion de projet, quant à eux, peuvent vous aider à savoir comment bien gérer votre équipe, à identifier les tâches à accomplir, etc. Alors, plus tôt, il a été mentionné qu'il est nécessaire en début de projet de s'atteler d'abord à créer une feuille de route. Un outil efficace pour cela, il y a Jira. Il en existe d'autres. Vous avez Notion, vous avez Trello. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir. Mais je vais tout résumer ici. Utilisez Jira pour piloter les tâches. Jira Software est non seulement un outil de gestion des plus efficaces, mais aussi c'est un outil compatible avec la gestion de projets agiles, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Celui-ci prend en charge toutes les méthodologies agiles, qu'il s'agisse de Scrum ou de Kanban par exemple. Un grand nombre de communautés et d'entreprises utilisent Jira comme gestionnaire de projets de choix. Les secteurs qui le préfèrent le plus sont les équipes de développement logiciel, les sociétés de services professionnels, les médias, l'éducation et les organisations de soins et de santé. De plus, il faut savoir que Jira permet de mettre en place et de gérer des tableaux agiles de Product Backlog, liste de tâches qui représentent le travail restant dans un projet de roadmap. Comme cité plus tôt, des rapports et même des modules complémentaires, il est possible d'organiser et de suivre l'avancement de tous les projets que traitent les équipes à partir d'un unique outil. Le logiciel Jira, c'est un outil de gestion de travail qui est destiné aux équipes de développement qui ont besoin de planifier et de suivre l'avancement de leur travail. C'est un outil suffisamment flexible pour être adapté aux besoins uniques d'une équipe en matière de flux de travail. Ainsi, qu'il s'agisse d'organisations de sociétés ou d'entreprises composées de plusieurs personnes ou de celles qui comptent des milliers de travailleurs, tous les types d'équipes peuvent bénéficier d'une productivité et d'une visibilité suffisante développées pour fournir des logiciels et des produits de qualité supérieure. Utilisation de Figma pour concevoir des interfaces. Alors, l'utilisation de Figma, c'est important. Alors, Figma ou un autre logiciel. Mais Figma, c'est un logiciel de conception d'interface utilisateur qui permet aux concepteurs UX, UI de créer simplement des interfaces graphiques pour des applications mobiles et des sites web. Sa caractéristique première est qui permet de créer un système de conception collaboratif. De plus, Figma, c'est un logiciel qui est assez accessible. En effet, le fait qu'il s'agisse d'une application web accueillie par le cloud le rend accessible sur tous les navigateurs, comme Firefox, Edge, etc. Tout ce qui est connecté en fait à Internet, pour faire simple. Autrement dit, quel que soit le système d'exploitation de l'ordinateur utilisé ou de disposition de celui-ci, Figma
est entièrement disponible. Cette grande accessibilité a permis au logiciel de promouvoir un travail collaboratif entre différentes équipes de concepteurs et de développeurs avec le client. Figma, ça garantit également que de nombreux utilisateurs peuvent accéder à un même projet simultanément, tout en permettant le suivi de l'activité de chaque utilisateur. En effet, chaque utilisateur aura son propre curseur avec son nom. Il est ainsi possible de suivre en temps réel l'activité de chaque contributeur à un projet. Le travail collaboratif sur un fichier partagé permet donc à plusieurs concepteurs de travailler sur le même fichier tout en pouvant bénéficier de conseils ou de directions à prendre. En outre, les membres de l'équipe n'ont pas à tous se réunir pour pouvoir coopérer sur le même projet. Le fichier est partagé par le biais d'un lien web. Cette fonction est notamment utilisée pour obtenir le retour d'informations en temps réel de la part d'un client, par exemple, ou pour effectuer des tests utilisateurs. En effet, il est possible de commenter et d'accéder aux commentaires en temps réel afin de réagir si nécessaire. En partageant les fichiers Figma avec d'autres membres de l'équipe, les clients ou les testeurs, les concepteurs d'interface utilisateurs peuvent obtenir un retour d'informations en temps réel et apporter les modifications nécessaires sans quitter le logiciel. Utilisation du design system de Figma. Les systèmes de conception sont de plus en plus requis dans de plus en plus d'organisations qui doivent standardiser leur design et répéter différents éléments. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on cherche à standardiser, par exemple, la charte graphique de toutes les interfaces d'une entreprise. La charte graphique vise à créer une image et une unité dans la communication d'une entreprise. En associant graphiquement ses valeurs et ses principes tout en cernant son univers, il s'agit de l'identité de l'entreprise. C'est pourquoi, quel que soit le support utilisé, on doit retrouver la même charte graphique afin de marquer une réelle dissociation pour transmettre un message de l'entreprise vers le public ciblé. Figma permet de créer des systèmes de conception collaborative, où tous les membres de l'équipe, quel que soit leur poste, peuvent contribuer et étoffer la bibliothèque. Le système de conception va comprendre tous les éléments utilisés pour créer une application ou un site web. Ces éléments sont triés en tant que style et composants et sont référencés dans une bibliothèque. Cette même bibliothèque est une référence pour toutes les personnes qui souhaitent collaborer à un projet. On va maintenant parler de l'utilisation du langage UML. Alors, si vous voulez en savoir plus que le résumé que je vous fais ici, je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait vraiment à ce sujet, la playlist entière de UML, où c'est beaucoup plus précis. Mais pour résumer, il existe un grand nombre d'applications web sur le marché qui sont toutes passées par des phases de conception et de développement pour être créées. L'une des façons de concevoir une application est de la modéliser dans les grandes lignes à l'aide de l'UML. Il est donc important de comprendre les caractéristiques de cette langue. Parce que oui, l'UML, c'est un langage qui est à part en fait. Si vous voulez, c'est comme un langage de programmation, PHP, Java, etc. Sauf que lui, c'est avec des schémas. L'UML, c'est également appelé Unified Modeling Language. C'est un langage de modélisation graphique. Donc comme je viens de le dire, contrairement à la programmation où on écrit, là, on fait des graphiques. Il est requis lors de la conception et de la représentation visuelle de n'importe quel système informatique. Dans le cadre d'une application web, par exemple, il se présente sous forme d'un diagramme, dans lequel des pictogrammes sont dépeints pour représenter le plus fidèlement possible les éléments du système logiciel. Cette étape est primordiale, s'agissant du développement et de l'application web. On retrouve plusieurs formes de modélisation d'une application. Diagramme de cas d'utilisation. Or, pour information, il s'agit du type de diagramme qui est le plus fréquemment utilisé, celui-là. Diagramme de séquence, diagramme de classe, de paquet, d'état, etc. Si vous voulez en savoir plus, comme je l'ai dit au tout début, allez voir la vidéo. Ou les vidéos, pour être exact. Utilisation des API pour connecter plusieurs logiciels. Une API, c'est une interface de programmation qui permet à deux logiciels
de communiquer entre eux. Ils utilisent le même langage. Tout comme les prises de courant nous permettent de connecter nos appareils à une multiprise. Les API nous permettent de consommer le contenu d'une base de données si besoin. Par exemple, vous voulez faire un café, et bien, vous connectez votre cafetière à la prise. Voilà. Les API, pour interface de programmation d'application, sont au centre de presque toutes les expérimentations digitales actuelles. Leur prouesse et leur sécurité sont primordiales pour attirer les clients et augmenter les bénéfices. Aujourd'hui, on constate que les utilisateurs sont détenteurs d'appareils mobiles et que les entreprises qui veulent que leurs produits soient adoptés doivent offrir ces services sous un format numérique. C'est pourquoi de plus en plus d'applications mobiles utilisent la technologie d'API pour offrir une meilleure expérience à leurs utilisateurs. Pour conclure, on ne saurait trop insister sur l'importance de la planification de projet. Trop souvent, les organisations surestiment la rapidité avec laquelle elles peuvent obtenir les résultats. On sous-estime les coûts également. Un bon gestionnaire de projet a une vue d'ensemble. Il fixe les objectifs, les budgets, les délais réalistes et bien sûr réalisables. La gestion de projet, c'est essentiel pour garantir que les projets sont rigoureusement structurés afin qu'ils s'intègrent parfaitement aux différents objectifs stratégiques du client. De plus, une excellente gestion de projet va assurer que les objectifs projets sont alignés sur des objectifs stratégiques de l'entreprise. Sans une bonne gestion de projet, il est probable que l'on fixe un budget soit trop haut, soit trop peu suffisant, et que les délais soient choisis de manière trop ambitieuse. En définitive, cela signifie que sans une bonne gestion de projet, les projets peuvent être livrés en retard et peuvent causer un débordement au niveau du budget. Le gestionnaire de projet efficace doit être capable de négocier des délais et des étapes raisonnables et, bien sûr, réalisables entre les parties prenantes, l'équipe et la direction. Les logiciels de gestion de projet rendent les équipes plus productives dans un laps de temps plus court, en simplifiant la communication, l'exécution des tâches, la gestion du travail ainsi que le suivi. Il s'agit, si on peut dire, d'un assistant efficace pour agencer et réaliser le travail à accomplir.